Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine que nous allons consacrer au sujet du PER et plus spécifiquement au transfert de PER. Comment et pourquoi gérer ces transferts de PER dans le cadre de sa stratégie patrimoniale? C'est une question que nous allons poser à nos deux invités. Nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui par Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Bonjour Valérie Benz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes accompagnés également par David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de la France Mutualiste. Bonjour David Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également sur le plateau de Smart Patrimoine. Le PER est un produit qui est assez récent. Pour redonner un petit contexte d'actualité, il a été notamment attaqué sur ses frais fin 2021. Le gouvernement et notamment le ministre de l'économie a demandé plus de transparence, de lisibilité, de comparabilité entre les différents contrats de PER, ce qui a donné lieu à un accord de place. Et donc aujourd'hui, on compare des choses comparables, ou en tout cas on a mis en place les outils pour pouvoir comparer des choses comparables. On n'est pas là pour parler des frais, on est là pour parler des transferts. Parce qu'à partir du moment où on permet de comparer différents types de produits, on peut effectivement les comparer lorsque l'on n'est pas équipé d'un PER, mais on peut aussi les comparer le jour où on est équipé d'un PER, ce qui nous amène à parler des transferts. Et vous allez voir que les transferts s'intègrent aussi dans une stratégie patrimoniale. Première question, David Lombard. Est-ce que le cas de transfert de PER, alors qu'on est globalement sur un produit qui est assez récent, qui est issu de la loi Pacte et qui, du coup, a une réelle existence depuis quoi, 2-3 ans, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, 2019. 2019. 1er octobre 2019. Est-ce que le cas de transfert de PER se pose souvent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'assez rare. D'accord. Effectivement, le gros du marché est plutôt concentré sur le transfert finalement des anciens dispositifs. Mais effectivement, le transfert en tout cas de PER vers PER et d'une compagnie à une autre est assez peu fréquent, mais qui va le devenir de plus en plus, et effectivement avec l'encadrement qui est fait sur la transparence des frais et cet accord de place qui a été trouvé, on pense qu'effectivement, voilà, va y avoir plus de mouvements à ce niveau-là. En tout cas, les choses sont faites pour... Et donc autant essayer de comprendre comment ça fonctionne concrètement. Donc on peut changer de PER pour des raisons commerciales aujourd'hui. On peut avoir souscrit un PER en 2019 et se dire en 2022, je veux changer de contrat PER et donc j'active une sorte de transfert de PER. Ça existe entre deux organismes financiers, un transfert de mon contrat PER. Oui, tout à fait. C'est en plus extrêmement simple. Concrètement, finalement, il faut que le contrat soit en cours de constitution. Après, on va tout simplement adresser une demande à l'ancien organisme gestionnaire du contrat. Celui-ci va adresser par la suite les fonds et les informations nécessaires au transfert. Et 2 mois après, au maximum, en tout cas c'est ce qui est prévu, le transfert doit s'effectuer. L'intérêt ici, c'est tout simplement de pouvoir faire face à la concurrence. Et en tout cas, c'était vraiment une des volontés du gouvernement, dès le départ, dès le début de la loi Pacte, finalement d'assurer cette transférabilité des PER avec la volonté de faire jouer la concurrence et d'être un peu plus intéressé, je dirais, par l'épargne retraite. D'accord. Et voilà, améliorer sa portabilité tout simplement. Ils avaient encadré les frais dès le départ, donc ça c'était plutôt une bonne mesure, puisqu'effectivement c'est extrêmement encadré sur le transfert de PER à PER et aussi sur les anciens dispositifs. Et alors pour bien comprendre, des questions très pratico-pratiques, mais donc la procédure est globalement assez simple, si j'ai bien compris. Il y a des frais de transfert, il y a une fiscalité au transfert d'un PER, il y a des mauvaises surprises quand on transfère un PER, ou il n'y a que la bonne surprise d'avoir choisi un contrat qui correspond plus à notre stratégie? Alors, je dirais déjà, effectivement, d'un point de vue général, il faut prendre des fois un peu de recul, c'est s'intéresser finalement et revisiter peut-être l'épargne qu'on a mis en place pour ses objectifs. Alors, principalement quand c'est la retraite, mais plus on prépare tôt et mieux c'est. Tout à fait. Voilà. Et par contre, effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va pouvoir finalement comparer ce qui se fait sur les enveloppes, sur les allocations qui sont proposées entre les différents gestionnaires de la place. Comme on le fait avec un contrat d'assurance vie, par exemple. Comme on le fait exactement comme un contrat d'assurance vie, c'est strictement identique. Et c'est là où finalement ça va être intéressant. Au niveau de la fiscalité, pas d'impact. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, de nombreuses personnes vont être amenées à le faire. C'est déjà le cas, donc du coup, effectivement, plutôt sur les anciens dispositifs, mais ça va aussi l'être pour les nouveaux. Donc pas d'impact effectivement en termes de fiscalité. Et puis au niveau des frais, c'est extrêmement réglementé, je le disais tout à l'heure. 1% finalement seulement de frais si le PER a moins de 5 ans. Et dès lors qu'il y aura plus de 5 ans, il n'y aura pas de frais. On n'y est pas encore du coup, mais... Voilà, mais on va s'en rapprocher. Parce que, voilà. Alors il y a un autre sujet que vous avez abordé et on va peut-être continuer avec vous, Valérie Benz, c'est
le transfert d'anciens dispositifs d'épargne retraite vers le PER. Donc effectivement, le PER n'a pas inventé l'épargne retraite, il l'a simplement organisé différemment. Ça, c'est un sujet que vous voyez régulièrement, Valérie Benz, la question de savoir qu'est-ce que je fais de mon PERCO, par exemple, ou de mon contrat Madelin. Est-ce que je le transfère sur un PER ou est-ce que je le garde tel quel en l'état? Aujourd'hui, il est possible de le garder en l'état, on n'est pas obligé de passer sur un PER. Et on peut même reverser, d'ailleurs, sur son PERP ou son Madelin existant. D'accord, on peut continuer à verser dessus. On peut poursuivre. Et donc, de fait, la question de savoir est-ce que je les conserve ou est-ce qu'éventuellement je décide de les transférer, la question peut se poser. Alors, elle peut se poser aujourd'hui parce qu'on cherche un contrat un peu différent au travers de l'enveloppe du PER, et par exemple de transférer un PERP ou un Madelin vers un PER1. D'accord. Et d'ailleurs, on y reviendra. Donc, même PER à l'intérieur. Individuel. Voilà, le PER individuel. Et enfin, elle peut aussi se poser quelque temps avant de partir à la retraite. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir réellement se poser la question, et pour des raisons patrimoniales. D'accord. Je m'explique. Finalement, qu'est-ce que permettent le PERP, le Madelin, voire lorsque je suis sortie de l'entreprise, mon article 83, c'est-à-dire l'ancienne version d'épargne retraite. D'accord, oui. Ces contrats-là me permettent de percevoir au moment où je vais être à la retraite une rente viagère. Bien sûr, ouais. C'est pour ça que j'ai souscrit à ces contrats. Donc, voilà, et une rente régulière qui va venir compléter mes revenus à la retraite. Bien. La nouvelle enveloppe du PER avec le PER1, le PERCO et en effet le PERO, il ne faut pas oublier que c'est 3 contrats possibles, enfin 3 enveloppes à l'intérieur d'une même enveloppe, bien sûr, oui. Va me permettre, sur la part des versements volontaires, c'est-à-dire que j'ai fait, moi, en tant qu'individu, d'avoir le choix de sortir, donc ce qui est le cas pour le Madelin et ce qui est le cas, par exemple, sur les versements que j'ai fait sur mon Madelin et sur les versements que j'ai fait sur mon PERP, d'avoir le choix de sortir en rente ou en capital. Ce que je n'ai pas sur un PERP ou sur un Madelin. Alors, je précise, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, mais c'est le problème, c'est l'épargne retraite. Voilà. Le Madelin, PERP, c'était les anciennes versions. Voilà. PER, c'est la nouvelle version. Exactement. Madelin et PERP... En fait, la possibilité de sortir en capital n'existait pas. Elle existe partiellement, on y reviendra. D'accord, donc un peu plus complexe, alors qu'elle est plus simple sur les nouvelles versions. Et c'est une des raisons qui pourrait pousser à effectuer des transferts quelques mois, quelques années avant la retraite. Imaginez que votre objectif soit de profiter de ce capital et finalement que vous n'ayez pas besoin d'un revenu régulier. Vous allez pouvoir transférer l'épargne acquise, en effet, sur vos PERP ou sur votre Madelin, sur un PER. Alors là, je vais parler sur le PER individuel. D'accord. Oui. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir décider le moment venu de faire des retraits en fonction de vos besoins et non pas de percevoir un revenu régulier. D'accord. Donc on a vraiment de la flexibilité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut cumuler plusieurs produits d'épargne retraite et ensuite regarder en fonction de sa situation pré-retraite ce qui nous intéresse le plus. Et il y a des vrais avantages. Enfin, c'est là où effectivement il faut bien regarder finalement les dispositifs qu'on avait auparavant, puisqu'ils conservent quand même certains avantages. On le disait tout à l'heure là, sur le PERP, où effectivement on a une sortie possible en capital qui sera potentiellement moins taxée effectivement qu'une sortie en PER en capital au moment effectivement de la retraite. Sous conditions, c'est ça? Sous certaines conditions, ça ne correspond pas à tout le monde? Alors, c'est pas que ça ne correspond pas à tout le monde, c'est que c'est simplement 20% du capital du PERP. Oui, c'est ça. Et le reste est forcément en rente. Alors, avec en plus un avantage complémentaire, c'est que récemment, enfin, c'est pas récemment, c'est que les assureurs se sont positionnés et on leur a donné cette possibilité, c'est que si votre PERP ou votre Madelin, voire votre article 83, génère une petite rente, c'est-à-dire une rente inférieure à 100 €, on peut sortir en capital. Vous pouvez sortir en capital. D'accord. Et alors, subtilité, c'est qu'en plus, prenons l'exemple du PERP. Si vous êtes amené à sortir en capital, à ce moment-là, sur cette part-là, ce qui représente entre 30 et 40 000 € autour de vos 60-65 ans. Donc, imaginons que vous avez constitué sur votre PERP un capital de 30 à 40 000 €, 35, 40 000, je fais une enveloppe globale. Finalement, la rente va être inférieure à 100 €. C'est ça. L'assureur vous dit, écoutez, moi, je vous verser une rente de 100 €, ça, voilà. Vous avez la possibilité de sortir en capital, et d'ailleurs, c'est dans sa stratégie. Vous sortez en capital, et là, à ce moment-là, vous allez avoir en plus, si vous avez une tranche marginale d'imposition un peu élevée, c'est-à-dire que vous êtes fortement imposé, tout intérêt à le faire parce que vous allez profiter
d'un taux d'imposition à l'IR, donc vous allez prendre une option à l'IR, un taux à 7,5%. D'accord. Alors que si vous sortez sur votre pair, c'est-à-dire que vous avez fait le transfert et que vous sortez ce capital sur votre pair, l'intégralité du capital versé hors intérêt, lui, va être taxé sur le haut de votre tranche marginale d'imposition. Et c'est pour ça que je dis que si elle est supérieure à 30%, puisque on a fait des petits calculs, donc je ne vais pas revenir sur ces calculs, mais si votre tranche marginale d'imposition est supérieure à 30%, vous avez tout intérêt à conserver votre pair et à prendre votre sortie en capital Sur le PERP. sur le PERP. PERP. On va évoquer maintenant ce qui peut se passer au sein d'un contrat PER. Juste avant, une petite question, David Lombard. On parle effectivement de Madelin, d'article 83, de PERP. À partir du moment où j'active un transfert, on est d'accord que j'active un transfert de la totalité de mon ancien contrat sur mon nouveau contrat. Je ne peux pas faire des transferts réguliers ou systématiques. Non, tout à fait. Effectivement, ça vise l'intégralité du contrat. Et donc, effectivement, le choix est global sur cette enveloppe. Et effectivement, on peut d'ailleurs se poser la question, on a parlé des PERP, des Madelins, on oublie des fois aussi d'autres dispositifs comme le préfonds ou la Corem qui sont plus connus effectivement de la fonction publique. Nous, c'est un monde sur lequel on est assez proche puisqu'on distribue un contrat vraiment un peu spécifique à destination des populations de militaires. Et effectivement, par exemple, on peut rencontrer sur le préfonds différents compartiments, ce qu'ont pas d'autres dispositifs. Et effectivement, on est obligé de transférer La totalité. Voilà. Et alors justement, en parlant de compartiments, pour qu'on aborde aussi cette partie-là dans l'émission, Valérie Benz, au sein, en fait, le PER, c'est un contrat, mais c'est une enveloppe. Oui. Il y a différents types de On va y revenir. supports ou de contrats au sein d'un PER. Il y a un PERIN, comme vous le disiez, il y a parfois un PERCO, un PERO, un PERCOL. Alors vous allez nous expliquer si c'est systématique pour tout le monde. Là aussi, il peut être intéressant d'effectuer des versements entre les différents supports de sa même enveloppe PER en fonction de sa stratégie patrimoniale. Alors, déjà, revenons à ce que vous venez de dire. En effet, on a à l'intérieur du PER différentes enveloppes. On a une enveloppe individuelle, Le qui s'appelle PERIN, le PERIN, PER individuel. voilà, et une enveloppe qui peut être constituée au sein de l'entreprise, dans laquelle vous allez trouver le PERCO, donc Ouais. qui est constitutif de l'épargne collective, en tous les cas de l'épargne salariale, D'accord. et puis le PERO, qui correspond à notre ancien article 83, qui existe toujours d'ailleurs dans les entreprises, et qui est l'épargne retraite. D'accord. Donc ça, c'est au sein de l'entreprise. Vous avez raison, à l'intérieur de cette enveloppe, on va pouvoir faire, et c'est tout l'intérêt de la loi Pacte et de ce dispositif, on va pouvoir faire des transferts. D'accord. Et en effet, on va pouvoir, au moment de la retraite, et c'est là où ça devient intéressant, quelque temps avant la retraite, décider de simplifier sa vie. Je sors, je pars à la retraite. Finalement, j'ai plus besoin que d'un seul contrat plutôt que d'avoir des rentes Bien ou sûr, oui. des capitaux un peu Oui, parce que- dispersés. Parce que chaque contrat, j'imagine, est associé Voilà. à des options de sortie différentes. Exactement. D'accord. Et donc là, je peux décider de transférer d'une enveloppe à l'autre. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais transférer mon épargne salariale acquise sur mon PERCO et l'épargne acquise sur mon PER obligatoire, mon PERO. Je vais transférer tout ça sur mon PER individuel et à ce moment-là, je vais faire le choix qu'on a évoqué tout à l'heure de sortir en rente en capital, voire faire des rachats partiels. La question qui se pose, c'est que pendant toute cette période de constitution, en effet, vous allez avoir le choix de faire des versements volontaires sur Sur l'un ou l'une sur ou l'autre. l'autre Oui, bien sûr. de ces enveloppes. Alors, avec toujours la même, alors, je vais dire la même contrainte fiscale, mais qui est pour moi une opportunité, c'est que vous devez respecter des plafonds. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous D'accord. êtes salarié, c'est 10% de votre revenu global annuel limité à 8 passes. OK. Moins, bien sûr, en effet, vos frais professionnels. Et puis, si vous êtes en effet indépendant, vous allez avoir cet avantage-là, plus 15% de 1 à 8 passes. Donc, attention, Donc vous il faut regarder pouvez effectivement les avantages. verser Ouais. sur vos différentes enveloppes parce que vous préférez celle-ci plutôt qu'une autre. Et c'est tout l'avantage de cette diversification. Mais il faut respecter des plafonds, en effet, de versement. Avantage autre, et on terminera là-dessus, c'est que vous pouvez aller quand même récupérer votre disponible fiscal retraite que vous avez constitué sur les 3 dernières années et que vous n'auriez éventuellement pas utilisé les années précédentes pour votre épargne retraite. Donc on le comprend bien, David Lombard et Valérie Benz,
il y a quand même pas mal de dispositifs différents et de sous-enveloppes au sein des dispositifs. Donc gérer les transferts, ça devient un vrai sujet dans sa stratégie patrimoniale. Merci en tout cas David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de la France Mutualiste. Et merci Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF, d'être venue nous détailler ce qu'il est possible de faire ou en tout cas ce qu'il faut potentiellement envisager de faire dans sa stratégie patrimoniale en lien avec le PER, mais l'épargne retraite de manière plus générale. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Merci.